Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 15 octobre de l'année 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Voici le 40e numéro de votre émission dominicale 4 sur table. L'université d'Abomey-Calavi s'apprête à vivre une fois encore les élections rectorales. La bataille pour l'association de Brice-Saint-Saint est lancée depuis jeudi dernier. 4 listes se sont déjà officialisées depuis le début de la campagne électorale. Il s'agit de la liste MIBA du professeur Delphin Merintor, de la liste Nouvelle Vision du professeur Massimo Dacruz, de la liste Excellence du professeur Norbert Nkonou et de la liste FIFA du professeur Flavien Beto. Nous avons invité donc ce matin 2 listes, la liste MIBA et la liste FIFA, mais malheureusement, le professeur Delphin Merintor, qui conduit la liste MIBA, a déclaré, sinon a décliné l'offre à la toute dernière minute, bien sûr, de cette émission. Et pourtant, il avait il a donné son accord de principe, puis après, il a confirmé son passage sur nos antennes, sur cette émission. Mais la liste FIFA est bel et bien présente. Elle a tenu parole, la liste FIFA. Nous recevons donc à ce sujet le professeur Philippe Laleye, candidat au poste de premier vice-recteur chargé des affaires académiques. Aux alentours de 10h05, nous recevrons le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du pays, UNICEB, M. Rodolfo Dankenji. Mais compte tenu du fait que nous avons démarré un peu tardivement cette émission, nous allons donc mettre en veilleuse notre second invité et discuter de long en large avec le professeur Laleye, puisque vous allez également intervenir dans cette émission. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 10h36. Merci à tous les auditeurs du nord du Bénin qui nous ont rejoints grâce à Urban FM de Parakou en synchronisation. Je n'oublie pas également les téléspectateurs qui nous regardent grâce à la caméra de Océan Télévision Web. Vous êtes sympathiques. Une fois encore, bienvenue à vous tous. Nous sommes à un haut lieu de savoir. C'est ça. Donc, on ne fait pas de la politique. Par rapport à la campagne, c'est le fair play. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous des collègues qui portons les différentes listes. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'attaque entre nous. Ça se fait de façon. Lorsqu'on se croise dans la cour de l'université, on se serre la main. On se serre la main, on se dit du courage. Donc c'est comme ça que le meilleur puisse gagner. Et j'espère, et je pense, je suis convaincu que ma liste, la liste FIFA, va gagner. La liste FIFA, l'équipe FIFA sera à la tête de cette université, de l'université d'Abomey-Calavi. Alors, dites-nous maintenant, qu'est-ce que la liste FIFA, justement, propose concrètement au monde universitaire d'Abomey-Calavi? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Dites-le-nous. Si vous prenez donc, la direction, bien sûr, de l'université nationale. De l'université. D'Abomey-Calavi, pas nationale du Bénin. Oui, bon. À la tête de notre université, ce que nous allons essayer de faire, nous avons notre programme. Ce qui est déjà fait et qui est bien, nous allons encore renforcer. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par l'équipe sortante. Mais il faut valoriser et puis bien entretenir tout ça, ce qui est bien. Ce qui n'a pas semblé bien marcher, bon, nous allons essayer de réfléchir, nous allons réfléchir et voir comment améliorer. Vous savez, l'équipe sortante a fait beaucoup de choses, avec beaucoup d'ambition. Mais vers la fin, au finish, maintenant, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Il y a eu dysfonctionnement à certains niveaux. Ah oui. Il y a eu un certain nombre de blocages au niveau de notre université. Qu'est-ce qui a pu causer ça? C'est le recteur Christian Saint lui-même qui... Mais c'est l'influence du ministère du gouvernement. Dites-nous pourquoi il y a ce blocage? Non, il n'y a pas... Je viens. Ce n'est pas des blocages qui sont liés à des influences par d'autres. Bon, je prends un exemple tout simple par rapport à la gestion des ressources pour les entités. Bon, les entités aujourd'hui ont quelques difficultés pour fonctionner. Parce que, bon, soit les rétrocessions n'arrivent pas à temps, soit des rétrocessions qui sont attendues ne viennent pas
suffisamment ou quelque chose comme ça, ils n'arrivent plus à fonctionner correctement. Ça, c'est bien perçu au niveau de toutes les entités. Bon, nous, aussitôt arrivé, parce que c'est capital que les entités puissent bien fonctionner. Aussitôt arrivé, nous allons voir à quel niveau se situe le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'au point où les entités soient aujourd'hui à un tel niveau de blocage et qu'ils ne puissent pas marcher. Nous allons voir et puis débloquer tout de suite. Bon, le paiement, par exemple, les bourses, hein, les frais de formation, les frais d'inscription qui sont payés par les étudiants, l'un des premiers chantiers sur lesquels nous allons nous atteler, aussitôt arrivé, la gestion de ces fonds-là. Non seulement ça sera transparent, mais ça sera fait de manière à ce que les rétrocessions soient automatiquement perçues par les entités pour qu'ils puissent fonctionner. Parce qu'en réalité, c'est au niveau des entités que tout le travail se fait. Bon, lorsque les étudiants payent et que les ressources ne sont pas vite mises à la disposition des entités, ils ne peuvent pas fonctionner. Bon, nous allons voir par quel mécanisme nous allons faire en sorte que, aussitôt payer l'étudiant, une fois qu'il paye, aussitôt, s'il y a une clé de répartition, la clé de répartition sur laquelle nous allons nous entendre pour pouvoir repartir entre le rectorat et les entités, une fois que c'est entendu, ce serait fait de façon concertée. Une fois que c'est arrêté cette clé-là, automatiquement l'étudiant paye, et bien le dispatching sera fait automatiquement et non, bon, arriver d'abord dans un compte bon, au niveau central et on va chercher à voir, bon, à quel moment il faut envoyer aux entités et tel que ça se faisait par exemple de façon trimestrielle et même trimestriellement, bon, il y a quelques problèmes. Bon, alors, le mieux c'est de faire en sorte que le dispatching se fasse automatiquement dès que l'étudiant paye, à partir du moment où on se serait entendu sur la clé de répartition. Et comme ça, là, les responsables d'entités eux-mêmes sauront que, bon, en fonction du nombre de leurs étudiants, donc en fonction de ce qui est payé, et sur la base de la répartition sur laquelle, avec le rectorat, ils se sont entendus, voilà ce qui leur revient, ils pourront vérifier automatiquement. Et nous allons instaurer la règle, hein, de double quittance, par exemple, qui automatiquement, une fois que l'étudiant paye, bon, il va remettre une quittance au niveau de l'entité, de manière à ce que le suivi puisse être fait. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Et ça, là, c'est extrêmement urgent, parce que les entités aujourd'hui ont cette difficulté-là. Deuxième chose, vous savez, terre à terre, hein, c'est quelques éléments du programme, terre à terre, mais c'est le plus important rapidement à faire, l'énergie. L'énergie sur le campus. Bon, au plan national, hein, on a quelques petits soucis d'énergie, de la gestion d'énergie, mais à l'université, c'est impensable. À l'université, les laboratoires fonctionnent 24 heures sur 24. Vous mettez en essai un certain nombre d'échantillons, de dispositifs hein, pour des essais, et quand on coupe le courant, vous pouvez perdre vos échantillons. Et quand vous perdez les échantillons, certainement, quelquefois, c'est des échantillons qu'on a obtenus à grands frais. Ou bien des machines qui se grillent, des appareils qui se grillent. Mais on n'a pas de ressources suffisantes pour pouvoir acquérir d'autres. Donc vraiment, l'autonomie en matière d'énergie à l'université, c'est une préoccupation majeure. Et lorsque nous allons arriver, nous allons négocier avec l'autorité, avec le gouvernement, avec la SBE, pour voir comment ils peuvent nous aider, que ça puisse bien fonctionner à l'université en termes d'énergie. Et à terme, hein, progressivement, nous allons voir comment est-ce que l'université peut acquérir, hein, peut avoir l'énergie solaire. L'énergie solaire est fonctionner de façon autonome. C'est possible, ça là. C'est possible si nous menons une bonne politique de coopération, de partenariat, et si de bien monter des projets, les partenaires seront en mesure de nous accompagner. Ça c'est clair. Moi, je suis convaincu là-dessus. La plupart du temps, mon laboratoire fonctionne prioritairement sur la base des partenariats. Hein, il faut savoir monter les dossiers. Absolument. Lorsque vous montez les dossiers, les gens vous accompagnent. Troisième chose, en dehors, après l'énergie, il y a l'eau. L'eau. Mais c'est inadmissible qu'à l'université, qu'il y ait coupure d'eau pendant près d'une semaine, pendant 2 semaines, voire des mois. Hein.
C'est inadmissible. Les toilettes sont bouchées, et puis bon, on ne sait où aller faire ses besoins. Mais c'est inadmissible. À l'université, où nous accueillons non seulement des nationaux, mais des étrangers qui sont pleins sur le campus. C'est impensable. Nous recevons de hautes personnalités, des professeurs venus d'ailleurs. Vous allez faire quoi justement quand vous serez à la tête? Quand on sera là, bon, nous avons prévu, par exemple, nous avons un seul château à l'université. Un château, bon, qui quelquefois est défaillant. Bon, il y a aussi une source de la SBE, une source de l'eau qui arrive là. Mais nous envisageons très vite faire un deuxième château sur l'université, au niveau du campus universitaire, et avoir une pompe à haut débit et qui soit sécurisée, qui nous permette de régler ce problème-là. C'est possible, on peut le réaliser. En dehors de l'eau, il y a l'énergie, il y a l'Internet. Nous sommes dans un siècle aujourd'hui où l'Internet, ça devrait être fluide, ça devrait être un courant, ce n'est pas quelque chose, ce n'est plus un luxe. Et encore mieux, à l'université, l'Internet, ce n'est pas un luxe. Non, pas du tout. Tu ne peux rien faire sans l'Internet. Moi, je ne peux pas rester 1 heure sans me connecter. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Je ne sais plus le faire. Je dois me connecter en permanence. Et si je ne me connecte pas pendant 1-2 heures, vous vous rendez compte, mais lorsque je me connecte et que je parcours ma boîte email, mais c'est des dizaines. C'est rempli. Donc au fur et à mesure, il faut réagir. Et quand tu ne réagis pas comme ça, avec le monde extérieur, avec tes collègues, mais toi tu passes à côté, tu es en déphasage. Donc il le faut. L'Internet, c'est indispensable. Donc nous allons faire en sorte que l'Internet à haut débit puisse être sécurisé au niveau de l'université. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. L'Internet, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Donc voilà quelques chantiers. Et par rapport au personnel, le personnel administratif et de soutien, nous allons mettre un accent particulier sur eux. C'est des gens qui nous aident. C'est eux. Sans eux, on ne peut rien. Donc, des problèmes de leur traitement, ça doit être revu. Des problèmes liés à leur assurance, il faudrait qu'ils soient assurés. Non seulement eux, mais il y a aussi le personnel enseignant, on n'est pas assuré sur le campus. C'est pas bien. Nous manipulons des produits, nous manipulons des instruments, des produits et autres là. Bon, on est exposé à tout ça. Bon, c'est des réflexions, beaucoup de problèmes qu'il y a aujourd'hui et qu'il faut résoudre sur le campus d'Abomey-Calavi, non seulement sur le campus d'Abomey-Calavi, mais également ailleurs, qu'il faut résoudre des problèmes. Par exemple, à la flash, c'est juste un petit problème, un exemple que je prends aussi, à la flash d'Adjara, bon, ils ont leur spécificité, leur problème là. Il faudrait qu'ils soient considérés et puis qu'ils puissent être autonomes comme une faculté à part entière. Bon, chaque entité, nous avons les préoccupations de chacune des entités et on saura comment agir. Alors, professeur Philippe Lallier, on ne parle pas des universités nationales du Bénin pour le palmarès scientifique, par exemple les découvertes réalisées, les brevets scientifiques décrochés, les performances de nos laboratoires de génie industriel ou agronomique. Oui. Alors, nos universités ne se laissent désespérément que dans la rubrique des faits divers. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire justement pour... alors qu'en disposant, il ne faut pas se les cacher quand même, des ressources de très belle facture. Vous avez cité un certain nombre de professeurs tout à l'heure. Alors qu'est-ce que la liste FIFA fera justement pour que désormais l'on parle mieux et bien de l'université sur le plan mondial, pourquoi pas aussi décrocher quelques brevets scientifiques, pourquoi pas? Oui. Nous allons mettre un cachet, nous allons faire un cachet spécial par rapport à la recherche scientifique. Évidemment, nous travaillons en tant qu'ancien directeur. Ah oui, directeur. Parce que vous allez justement mettre à disposition de votre expérience. Exactement. C'est pourquoi nous allons, dans l'équipe, nous fonctionnerons ensemble, de façon concertée. Ce n'est pas tel spécialiste de tel aspect, il va se concentrer à son aspect. Nous allons fonctionner comme ça. Moi, j'ai géré la recherche scientifique au plus haut niveau. Et lorsque, à l'université également, j'ai été secrétaire scientifique, secrétaire permanent scientifique des sciences agronomiques de notre session, et puis avant de devenir directeur de l'école doctorale. La recherche scientifique, c'est quelque chose de fondamental. Et au niveau de la faculté des sciences agronomiques, il y a beaucoup de recherches qui se font.
Le problème, de façon générale, au niveau de la recherche universitaire, il y a déjà beaucoup d'efforts qui se font dans tous les laboratoires. Mais nous avons des laboratoires sous-équipés. Mais on se bat. La plupart des recherches que nous faisons, évidemment, c'est sous forme de partenariat. Nous savons nous vendre au plan international et c'est pourquoi les gens nous font confiance pour nous donner des ressources. Évidemment, la recherche devrait être une question enfin, ça devrait être géré par l'État, et puis l'État devrait mettre tous les moyens qu'il faut pour favoriser, faire le développement de la recherche. Bon, il n'y a pas toujours les ressources qui accompagnent. Donc, nous savons nous vendre avec des projets que nous confectionnons et on se met en compétition avec d'autres pays et on obtient des financements. Bon, maintenant, lorsque nous allons arriver là, nous allons mettre un cachet spécial sur la recherche en améliorant les conditions de nos collègues qui font de la recherche dans le laboratoire. Les laboratoires, nous allons voir comment progressivement équiper des laboratoires pour les collègues pour qu'ils puissent mieux travailler. Et puis également faire valoriser mieux ce que les chercheurs, les enseignants-chercheurs trouvent comme résultat. Les aider à valoriser ces résultats-là pour qu'ils soient mieux connus. Déjà, l'université, jusque-là, fait un effort assez substantiel en innovant avec les fonds compétitifs. Donc, les ressources propres de l'université permettent aux chercheurs ils reçoivent des financements et puis font de la recherche. Nous allons voir dans quelle mesure on peut améliorer cela pour que les moyens soient mis à la disposition de nos chercheurs pour faire véritablement de la recherche. C'est ça. Alors, il faut et gagner des prix. Des prix. Il faut que ce soit clair là-dessus. Des prix sous forme de brevets issus des produits de recherche. Des produits de recherche, pas des prix autres que ça. C'est de ça que je veux parler. Alors, c'est vrai qu'il faut, selon plusieurs observateurs, régler la question du fond aussi au niveau donc, de l'université d'Abomey-Calavi, celle donc, de la régulation donc, des flux d'étudiants. Le professeur Lallière, le mal absolu de l'université d'Abomey-Calavi, vous le savez mieux que moi, c'est la massification donc, des effectifs. Alors, quelle serait donc quelle serait la solution de la lycée FIFA? La solution, ce n'est pas une solution magique, évidemment. Les étudiants, on ne peut pas leur fermer la porte. Lorsqu'ils réussissent au bac et qu'ils demandent à venir à l'université, la porte du savoir leur est ouverte. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, il faut gérer ça. Il faut gérer ce flux-là d'étudiants. Par exemple, la Flash qui a plus 60 000, 650 enseignants. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y a déjà une approche, une solution, bon, même si c'est encore pas suffisant, il y a déjà une solution qui a consisté à scinder la Flash en deux. Bon, c'est déjà un pas. Oui. Maintenant, pour la suite, bon, on verra comment faire pour... Avec la carte universitaire, ça promet, puisque quand on prend juste l'université d'Abomey-Calavi, près de 100 000 étudiants, et voilà qu'on a réduit également depuis un certain temps donc, les universités. Est-ce que ça arrange les choses? Bon, ça arrange ou ça ne arrange pas, de toute façon, progressivement. Les choses vont s'améliorer à ce niveau-là. Bon, la décision qui a été prise, cette décision, avec le temps, en fonction des besoins, progressivement et en fonction des moyens, je crois que l'État pourra améliorer cela. Bon, ça a été pris pour le moment, mais progressivement, en fonction des dispositions, en fonction des besoins et des moyens qui seront à disposition, je crois que l'État verra comment nous aider à mieux gérer le flux des étudiants. Vous parlez bien sûr de l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur. A une très grande influence, il ne faut pas se le cacher, sur l'université d'Abomey-Calavi, mais sous tutelle. Est-ce que le temps n'est pas venu justement du genre de laisser les universités s'auto-réguler? Parce que c'est vrai, c'est une élection quand même au niveau du rectorat. Vous avez dans votre programme d'action en griffe, et quand on a une influence du ministère, on a encore l'impression que bon, c'était une mise en scène de ces genres d'élections. Non, au fait, il faut comprendre, les deux, le gouvernement et puis l'université, ce n'est pas des choses séparées.
Non, c'est une université publique. C'est une université publique. C'est une université publique. Il y a des grandes décisions qui sont prises en fonction de la politique, qui sont prises par l'État, par le gouvernement. Cette décision, on ne peut pas s'en soustraire. Ça, c'est clair. Mais pour la gestion interne, lorsque la grande politique est définie, pour la gestion interne, bon, les universités devraient normalement prendre leurs responsabilités, mais toujours de façon concertée. Non seulement à la base avec les responsables d'entités qui sont là, et puis maintenant, bon, nous allons porter ces décisions à l'interne qui sont prises de façon concertée. À l'attention, nous allons attirer l'attention de l'autorité ministérielle sur ça, et nous allons discuter. Nous allons discuter pour que on puisse mettre en œuvre notre politique interne. Il n'y aura pas, à mon avis, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas de choses là. Mais nous vivons dans un environnement qui est tel que on ne peut pas dire que le ministère, bon, c'est non, ça c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est à cause des moyens surtout. C'est à cause des moyens, mais nous allons pas nous rendre esclaves quand même de choses là. Non, nous allons prendre nos responsabilités et puis avec l'autorité ministérielle discuter, échanger pour faire part de nos difficultés, de nos problèmes. Les difficultés, on a pris par exemple cette affaire, bien sûr, donc, de la décision du gouvernement fixant donc les inscriptions académiques des étudiants à l'université, des universités publiques, qui passent de 25 000 à 75 000 par exemple. Ça crée quelques remous sur le campus. Comment vous allez gérer justement cette situation? Oui, merci. Mais comment voulez-vous que nous on aille contre une décision politique, une décision gouvernementale? C'est pas possible. Bon, c'est décidé ainsi, mais nous allons discuter aussi bien avec les étudiants qu'avec l'autorité ministérielle pour voir dans quelle mesure ces dispositions-là peuvent être mises en œuvre pour alléger un tant soit peu les conditions de travail aux étudiants. Je crois que cette décision, ça va également dans le sens d'améliorer les conditions de travail au niveau général, au niveau de l'université. Mais il faut pouvoir les mettre en application. Et c'est à ce niveau que la concertation, le dialogue va jouer son rôle avec les étudiants. Oui, le gouvernement a dit qu'il veut se conformer aux normes de M. Moua. Et selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Marie-Odile Atanasso, cette mesure contribuera, selon elle, à l'amélioration de la qualité de la formation. Mais il s'agit aussi, il faut le reconnaître, le professeur Philippe Ladet, de faire de l'UAC une université moderne et compétitive au service donc, du développement. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique aujourd'hui, si vous prenez la tête, bien sûr, dans de l'université? Vous avez cité un certain nombre de choses tout à l'heure. S'il n'y a pas les moyens, c'est très difficile donc de réaliser, de concrétiser ces rêves-là. Alors, est-ce qu'en dehors de l'université, vous avez peut-être des partenaires au développement, des partenaires techniques qui peuvent vous aider justement à accomplir, à réaliser votre rêve? Oui. D'abord, les frais de formation, les frais d'inscription et autres là, les recettes internes, les recettes propres que nous aurons à avoir, il faut d'abord bien les gérer. Et de façon transparente. Avec le peu là, nous pourrons faire déjà beaucoup de choses si nous gérons bien. Mais en dehors de ça, le plaidoyer en direction de l'autorité, du ministère et du gouvernement, nous allons rester en permanence en contact pour pouvoir poser nos problèmes et voir dans quelle mesure ils peuvent encore mieux nous aider pour améliorer la formation au niveau de l'université. Et c'est dans cette logique, certainement, cette logique-là, que le ministère a pris cette décision d'augmenter les frais. Mais à ce niveau, nous avons besoin de discuter, aussi bien avec les étudiants qu'avec le ministère, pour voir comment est-ce que ça peut se mettre, comment ça peut s'appliquer véritablement. Ce n'est pas facile que les étudiants en formation, par exemple à la FSA, qu'on n'ait pas les moyens pour faire les travaux pratiques, qu'on n'ait pas les moyens pour faire des sorties pédagogiques. Nous vivons des sorties pédagogiques véritablement pour que les étudiants soient bien formés. Je suis ingénieur agronome, j'ai été formé dans le système. En une année, beaucoup de sorties que nous faisions. Mais aujourd'hui, tout ça là, c'est réduit.
C'est réduit. Donc, il faut qu'on ait les moyens. Mais je crois que déjà, le peu qu'il paye, les recettes que nous avons, qu'on aura, eh bien, ces recettes-là, si c'est bien géré, on peut déjà faire beaucoup de choses. Les partenariats. Les partenariats, l'université en a beaucoup. Nous allons encore en avoir beaucoup de partenariats. Lorsque les autres qui vous aident savent que ce que vous recevez, vous gérez bien, et que ce pourquoi c'est destiné, c'est véritablement, on en tient compte et on utilise à cette... on les utilise, ce que vous obtenez, vous utilisez à bon escient. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons donc depuis 9h10 le professeur Philippe Laleye, candidat au poste de premier vice-recteur chargé des affaires académiques sur la liste FIFA pour les élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, vous poursuivez, continuez. Oui. Donc, les partenaires, nous allons beaucoup les exploiter, nous allons beaucoup les solliciter pour nous aider à l'université. Je crois que dans la transparence, en montant de bons dossiers, on peut obtenir beaucoup de partenaires. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, là, je suis directeur d'un laboratoire, mais mes projets, j'en ai. Des projets de coopération, de partenariat, j'en ai, assez sérieusement, qui me permettent de fonctionner, de faire fonctionner mon laboratoire. Mais c'est des projets que l'on élabore, que l'on établit et que l'on soumet en compétition avec d'autres collègues des autres universités et autres, et nous gagnons. Bon, je crois que ça dépend de la manière de présenter les choses, de présenter les projets. Aux partenaires, ils sont là. Beaucoup d'institutions, beaucoup d'organismes qui veulent financer, la recherche, qui veulent financer beaucoup de choses, mais il faut savoir monter les choses, il faut savoir les aborder, il faut savoir présenter votre produit. C'est ça. Et quand vous présentez, vous pouvez avoir de l'accompagnement. Donc, en plus de ce que le gouvernement et en plus des ressources, enfin avec nos ressources d'abord internes, il faut bien gérer. Et que ce qui doit aller aux entités aille aux entités, et que, maintenant, ce que le gouvernement met à notre disposition, qu'on gère bien et qu'il n'y ait pas à redire là-dessus. Les partenaires, lorsqu'ils arrivent, ou bien lorsque vous demandez quelque chose, ils font une petite enquête autour. Ils se renseignent autour et voient comment est-ce que le peu que vous avez, vous gérez d'abord avant de vous aider. Je crois qu'à ce niveau, nous allons être très, très rigoureux en matière de la gestion. Il y aura plus de copinage avec entre étudiants. Non, quel copinage? Non, ça là, il faut oublier ça. Oui, ça, il faut... C'est ça qui fait aujourd'hui que quand vous prenez un étudiant qui a la maîtrise, qui a le doctorat, vous avez du mal à comprendre si effectivement il a fait le doctorat. Parce qu'il y a le niveau aujourd'hui, par rapport il y a cela 15 ans, c'est pas ça. Je peux vous garantir qu'avec la liste, avec l'équipe FIFA, à la tête de notre université sera excellente. Ah oui, excellente sur tous les points, surtout en matière de la rigueur scientifique, en matière de la formation. La formation sera de bon niveau, il n'y aura rien à reprocher. Je crois que les étudiants eux-mêmes en seront fiers, les diplômés en seront fiers. Il ne sert à rien de donner, de partager le diplôme à ces gens qui après se retrouvent sur le marché du travail en compétition et qui soient obligés, et qui soient amenés à baisser la tête. Non, ça là, je crois que c'est un point capital sur lequel moi j'insiste, sur lequel moi je ne transige pas. On va s'entendre, mais dans la courtoisie, dans un minimum de flexibilité pour montrer, tout sera fait en toute transparence, possible. Justement, le recteur Brice Saint-Saëns avait annoncé l'harmonisation des cursus et l'MD afin de créer des passerelles entre l'université publique et privée. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je crois que les universités privées, universités publiques et privées ne doivent pas fonctionner en vase clos, chacune. Non, il faut nécessairement qu'il puisse avoir une connexion entre les deux universités, les deux catégories d'universités publiques et privées. Nous allons maintenir le partenariat avec les universités privées pour que les formations également qui se donnent à ce niveau soient aux normes de ce que nous faisons au niveau public. Et qu'eux aussi, d'ailleurs,
et que eux aussi, bon, ils aient un regard ou quelque chose comme ça, et qu'on s'harmonise sur le minimum en matière de la qualité de la formation. Et lorsque nous avons un regard là-dessus, au niveau du rectorat, au niveau public, université publique, je crois que leurs universités aussi seront de bonne facture. C'est que le transfert du système académique LMD a été opéré sans tenir compte, il faut le reconnaître, de l'environnement universitaire qui vit une crise de légitimité, une crise d'identité, une crise de moyens, une crise de gouvernance également. Alors, la liste FIFA a-t-elle déjà des solutions? Parce que le système LMD, tout le monde en parle aujourd'hui. Vous êtes donc quand même un élément essentiel sur le campus universitaire de Dabo-Mekarabi. Qu'est-ce que la liste FIFA fera justement pour que le système LMD puisse véritablement accompagner pour être bénéfique pour les étudiants? Exact. Le système LMD arrive dans un environnement où l'UAC ou bien le Bénin en général ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter au plan mondial, au plan d'abord régional, au plan sous-régional et puis régional, au plan africain. Ça nous a surpris. Bon, ça ne nous a pas trop surpris en tant que tel. Ce qui a manqué un peu, ce que nous n'avons pas, on n'a pas tous les moyens pour que ça puisse fonctionner comme cela se doit, comme cela fonctionne déjà ailleurs. Bon, c'est progressivement que nous allons véritablement huiler ce système-là, le système LMD, mais ça s'impose pour nous. Tant qu'on n'a pas encore commencé quelque chose, on ne peut pas améliorer. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire que nous allons supprimer le système, nous allons arrêter le système LMD, et c'est quand on sera prêt qu'on va. C'est pas possible. Nous serons en retard sur le monde. Bon, il faut commencer, et puis maintenant, progressivement, améliorer. Les moyens, par exemple, nous allons veiller à ce que les moyens progressivement soient mis à disposition pour que les conditions de mise en œuvre du CLMD, que ces conditions soient aux normes, plus ou moins. Donc les laboratoires dont j'ai parlé, il faudrait que les laboratoires soient équipés pour pouvoir accueillir de grands nombres, des nombres assez suffisants d'étudiants pour leurs travaux pratiques. Et si les laboratoires ne sont pas équipés, ce n'est pas bon. Si les salles de cours, et que les étudiants restent debout pour prendre des cours avec leurs nombres-là, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce que conseille LMD. Donc c'est des petits nombres. Bon, et quand vous avez de grands nombres, il faudrait que l'environnement s'y prête, il faudrait que la salle s'y prête. Donc voilà des améliorations nécessairement que nous allons apporter à ce système-là. C'est de créer un cadre favorable. Ça ne se fera pas en un jour, en 2 jours, mais ce serait de façon progressive que nous allons y arriver. Mais c'est un système qui s'impose aujourd'hui. Dans notre monde éducatif aujourd'hui, universitaire, le CMLMD s'impose. Si on dit on va arrêter d'abord, les autres auraient déjà avancé beaucoup. Il vaut mieux commencer tel que nous avons commencé là et améliorer progressivement les conditions de sa mise en œuvre. La place de l'université d'Abo-Mekarabi dans la sous-région ouest-africaine, je ne vais pas parler de l'Afrique, déjà dans la sous-région, est-ce qu'on est respecté? Est-ce que beaucoup de gens, beaucoup de pays viennent étudier sur le campus d'Abo-Mekarabi? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à notre université? Ah oui, notre université aujourd'hui est très considérée au niveau sous-régional, régional, au niveau africain. Notre université est fortement considérée. Et je peux vous donner un petit exemple me concernant. Depuis quelques années, la plupart des étudiants en thèse que je reçois, que je forme, à qui je délivre le doctorat, ne fait qu'augmenter. Des autres pays. Hein. Ah oui. Mon premier docteur que j'ai formé, il y a déjà plusieurs années, c'est un Burundais. Lorsqu'ils prennent le diplôme béninois et qu'ils arrivent chez eux, automatiquement, sans commentaire, ils sont insérés automatiquement. Le retour, on a le retour. Celui que j'ai formé en 2000, il a fait sa thèse en 2007 avec moi, le Burundais, mais je l'ai gardé compte tenu de son niveau. Il est vraiment bien formé. Je l'ai pris en 2A d'abord et puis après en thèse. Très bien formé. Je l'ai gardé au laboratoire. Il était le premier. Je l'ai gardé au laboratoire. Mais il a fallu
C'est lui qui s'occupait de mes étudiants, de les amener sur le terrain. Lorsque les autres sont arrivés pour faire leur thèse, pour faire leur mémoire, c'est lui d'abord qui lit et qui dirige. Et puis après, moi, je contrôle. Mais il a fallu que le ministre, après les crises qu'ils ont connues au Burundi, il a fallu que le ministre arrive au Bénin. Et il a déjà appris, avant de partir de là-bas, qu'il y a un Burundais, un de ses compatriotes, qui a été formé par tel professeur qui se trouve dans tel laboratoire. Il fallait tout faire pour qu'il rentre pour aller pour devenir professeur directement. Bon, chez nous, tu finis avec ta thèse. D'abord, tu dois subir un certain nombre de choses là avant de commencer à enseigner. Et le ministre est venu me supplier. Quand il est arrivé sur le camp, il dit vraiment de bien vouloir quand il m'a trouvé, de bien vouloir le libérer cet élément-là, qu'il manque de façon créate d'enseignants chez eux. Il est venu, il a négocié. Bon, j'avais eu de la peine à le laisser partir, mais il est parti. Aujourd'hui, il occupe une haute fonction de responsabilité à l'université de Bujumbura, à l'université chez lui là-bas. Donc, les autres aussi, on a reçu il n'y a pas longtemps le ministre, je crois que c'est le ministre chargé de l'environnement, ou quelque chose comme ça, burundais. Déo, il s'appelle Déo Grac, bon, je ne me rappelle plus tellement son nom, c'est pas moi qui l'ai formé, mais il a fait également la FSA. Il est ministre chez lui maintenant, et il est venu en visite officielle au Bénin. Il a cherché à revenir à la FSA, à l'université. On l'a reçu, le doyen l'a reçu, on était là, ses enseignants, on l'avait formé. Il a fait un témoignage. Il dit que vraiment, que la FSA, l'université d'Abomey Calavi lui a donné beaucoup. Et que partout où il va, et qu'il dit qu'il a été formé à l'UAC, mais que c'est le respect total. Ah oui, c'est vrai, il dit que c'est le respect total. Le diplôme sorti de l'université d'Abomey Calavi est quand même bien apprécié. Enfin, au plan africain, au plan sous-régional et autres. Parce que, ouais, donc, nous avons encore cette notoriété que nous allons améliorer. C'est ça. Nous allons améliorer, même si, bon, certainement, il y a quelques dysfonctionnements, quelques petits problèmes à l'interne que l'on observe, mais nous allons relever encore mieux, encore beaucoup plus le niveau de l'excellence au niveau de notre université. Pas forcément d'aller à l'université Lumière de Lyon ou au Marc Blanche de Strasbourg. On peut rester à Cotonou et bien étudier. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que nous promettons encore plus. Nous, la liste FIFA là, va faire de notre université une université de renom au plan international. Ça c'est clair, parce que lorsque vous voyez la composition de la liste, la composition de l'équipe, c'est des éléments de grande facture qui sont dedans et qui sont très respectés. Au plan, non seulement au plan académique, au plan de la recherche scientifique, mais au plan de la gestion des hommes. C'est ça. Alors, l'autre question, professeur Philippe Olaleye, c'est la décision du gouvernement, donc en désignant les activités des associations d'étudiants sur le campus. La Cour constitutionnelle, vous le savez, a cassé cette décision. Alors, que fera la liste FIFA si elle est élue par rapport à cette question? Est-ce que comment vous allez gérer cette affaire avec les étudiants? Mais cette question, comme je vous ai dit au départ, nous allons gérer ça de façon concertée. Tous les problèmes qui se posent, qui vont se poser au sein de notre communauté, vont être gérés avec la participation des acteurs. Donc, je crois que... Vous êtes pour? Oui, pour... Les mouvements... Oui, bon, il faut un minimum à ces étudiants-là pour pouvoir s'exprimer. Mais encore faut-il que leur niveau d'expression, leur façon de faire, respecte un minimum de règles. On ne peut pas empêcher les enseignants de faire leurs cours. On ne peut pas empêcher le personnel administratif ou bien l'administration de fonctionner. C'est à ce niveau que ça ne serait pas bien. Et si l'on discute et que l'on négocie, on discute, on se concerte avec les étudiants eux-mêmes et qu'on attire vraiment leur attention sur ces faits-là, je crois qu'ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre. Peut-être que parmi eux, il y a des éléments perturbateurs qui viennent rompre l'harmonie dedans, mais lorsqu'on les
les responsables, et puis lorsqu'on les associe, je crois qu'ils peuvent comprendre. Ils vont comprendre et nous allons gérer ensemble. Aussi bien avec eux qu'avec avec le gouvernement. Alors, les actes de violence notés donc, dans nos universités, vous savez, ont mis au cours du jour la problématique des franchises universitaires. C'est tout ça aussi, la présence des forces de l'ordre sur le campus. Vous êtes également pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Toujours dans la concertation, vous allez essayer de régler oui, le problème? dans la concertation, on va régler ça. Ce n'est pas... si le gouvernement a été amené à prendre, si le rectorat a été amené à prendre des mesures comme ça, c'est certainement des mesures conservatoires pour qu'il n'y ait pas trop de dérives, que les acquis de l'université ne soient pas détruits tout de suite. Bon, c'est pour cette raison certainement que ça a été fait, mais il faut nécessairement que l'on se concerte, que l'on associe les étudiants à toute prise de décision. Vous savez ce qui crée les crises dans notre université, et d'ailleurs partout ailleurs, et d'ailleurs partout ailleurs, ce qui crée souvent des problèmes, c'est des questions d'injustice. Oui, lorsque vous êtes attentif à toutes les décisions que vous prenez et qui ne va pas, qui ne portent pas atteinte à la justice, bon, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses. C'est quand les gens ne sont pas contents de ce que vous avez fait. Bon, si ce que vous avez fait, ils n'étaient pas informés, ils ne sont pas associés à cela, bon, ils vont se voir diminuer, ils vont se dire qu'ils ont été atteints justement, bon, ils vont commencer à faire du bruit. Nous allons, un des éléments importants de notre gouvernance, quand on sera là, c'est la justice. Nous allons veiller à cela. Et pour être juste, il faut associer les autres aux prises de décision. Il faut demander leur avis, il faut les associer et que chacune des parties mette sur la table les difficultés que chacune des parties a et on va trouver un compromis. Je crois que c'est comme ça. Je ne suis pas pour que le campus soit aussi fortement militarisé. Non, je ne suis pas pour. Mais le fait est que lorsque on veut détruire ce qu'on a obtenu après plusieurs dizaines d'années, lorsqu'on veut les détruire, tout d'un coup, il faut prendre des mesures pour pouvoir les protéger. Et c'est ce qui a été fait. Je crois qu'on ne va plus jamais arriver à une telle extrémité. Et lorsque nous allons arriver là, les étudiants, nous allons gouverner, enfin nous allons les concerter, la gestion sera participative, on va les associer aux prises de décision et ils pourront être calmés. Alors, que pensez-vous des autres candidatures, des autres listes, vos concurrents? Non, c'est pas une question colle, mais je ne m'intéresse pas trop des autres. Vous n'avez pas peur d'eux? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne m'intéresse pas aux autres. Moi, je m'intéresse à ma liste. Je m'intéresse à vendre ce que nous avons comme programme à toute la communauté universitaire. Ce que les autres font, ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que la liste FIFA, l'équipe FIFA va gagner et sera au rectorat pour gérer les 3 prochaines années. Voilà. Alors je rappelle que les amis étudiants peuvent commencer à appeler sur cette émission pour quelques questions d'éclaircissement. Je rappelle que nous recevons depuis 9h10 le professeur Philippe Laleye, candidat au poste de premier vice-recteur chargé des affaires académiques sur la liste FIFA pour les élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi. Je rappelle rapidement les numéros, c'est le 21 33 84 19, le 65 00 24 24 et puis le 61 53 90 53. Avec la permission de M. de Roc, pour ton crédit, bien sûr, nous allons donc recevoir quelques auditeurs. Mais avant, apparemment, M. Fessi, qui n'a pas encore d'auditeurs en ligne. Alors, professeur Philippe Laleye, est-ce que vous êtes satisfait de la gouvernance de Brice Saint-Saëns durant les 6 dernières années? La gouvernance du professeur Brice Saint-Saëns, de l'équipe, c'est une équipe. C'est une équipe. Bon, c'est une équipe. Quand on est recteur, on est tout puissant. Quand on est recteur, nous n'allons pas être aussi tout puissants. Non. Nous, on sera beaucoup plus accessible, on sera à la portée, parce que nous allons gérer de façon participative. Bon, quand vous me demandez ce que je pense de la gouvernance, je crois que cette équipe a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait beaucoup de choses, elle a fait ce qu'elle a pu. Bon,
c'est à la fin maintenant qu'on constate un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de blocages tels que je l'ai expliqué au début. Bon, nous allons essayer de voir là où se situent les problèmes et trouver les solutions. Et déjà, bon, un certain nombre de solutions que nous envisageons, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux rétrocessions, par exemple, bon, il faudrait que les entités puissent avoir les moyens de fonctionner, pour pouvoir fonctionner. Bon, à ce niveau-là, nous allons nous attaquer très vite à la gestion des ressources internes que nous avons à l'université et permettre au niveau des formations des différentes entités de bien fonctionner. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, évidemment, mais il y a des choses à améliorer. Oui, c'est ça. Alors, n'est-il pas aujourd'hui temps de donner quand même le signal à nos enfants qu'une place à l'université se mérite? Parce qu'on a comme l'impression que c'est vrai, tout le monde veut aller à l'université forcément. Même, on peut faire 10 ans, il y a des gens qui sont très à l'aise à l'université, 15 ans à l'université, parce que bon, il y a peut-être des petits jobs qu'on peut réaliser. Est-ce que vous allez faire un peu le nettoyage sur ce plan-là également? Oui. Parce qu'il y a des gens, j'en connais quelqu'un qui ont dit, il a fait 15 ans, qui sont toujours là. Et c'est bizarre. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Nous allons faire le point. L'état des lieux sera fait à ce niveau-là. L'université, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas une maison qu'on loue et qu'on reste là et qu'on quitte quand on veut. Non. On va faire l'état des lieux. Normalement, les étudiants sont venus pour étudier. Il y a un temps pour l'étude. Même si tu vas jusqu'au doctorat, écoute, il y a un temps. Une fois que tu finis ta formation, il faut aller exercer ailleurs. Donc, on va faire l'état des lieux au niveau des entités pour que les étudiants qui sont là, quelles sont leurs difficultés, pourquoi certains ne partent pas encore. Bon, on va analyser. On va analyser pour pouvoir les aider. La complicité aussi du rectorat à un moment donné, parce que pour sécuriser le campus, on a besoin de ces gens-là, parce qu'on estime que bon, ils sont très influents, ils peuvent convaincre les étudiants sur un certain nombre de choses. On a vu tellement de choses sur le campus. Est-ce que c'est pas facile là aussi? C'est pas facile, mais c'est pas facile. Nous n'allons pas, la liste FIFA, l'équipe FIFA ne va pas s'appuyer sur les étudiants pour pouvoir gérer notre administration. Bon, même s'ils sont concertés, ils participent, on va les demander leur avis sur certains aspects, mais pas pour les maintenir là pour assurer notre sécurité. Non, ils sont venus, les étudiants sont venus pour étudier. Après, lorsqu'ils auront leur diplôme, ils n'ont qu'à aller travailler. Ils n'ont qu'à aller travailler pour être utiles à la nation. C'est comme ça que nous voyons la chose. C'est pourquoi je dis que au niveau lorsqu'on sera là, au niveau des entités, l'état des lieux sera fait. Les étudiants qui ont des difficultés, nous allons voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent désormais respecter les clauses pour une formation d'étudiants. Bon, les clauses, c'est tout simple, tu fais ta formation et puis tu t'en vas. Ce serait comme ça. Quel sera le type de collaboration que vous aurez avec les présidents des associations, FNEB, UNICEF et autres? Oui, bon, les présidents, oui, bien sûr, mais les présidents des associations ne sont pas là éternellement. Ça se renouvelle. Et c'est en fonction du temps qui est prévu pour leur présence à la tête de leur association qu'ils sont là. Mais une fois que le temps est passé, ils font encore une autre élection et puis se relayent. Bon, ceux qui sont à la tête ne sont pas là pour toujours, pour plusieurs générations. Non, ils sont là en tant qu'étudiants aussi. Et en tant qu'étudiants et président d'association, ils finissent ses études. Mais il laisse la place, il s'en va. Nous avons été tous aussi responsables d'étudiants. Mais on a fini, on est parti. Et puis maintenant, on s'occupe on est dans la vie active. Donc tout serait comme ça. Voilà. Eh bien, maintenant, avant de recevoir Chrisbel Mocho pour faire le résumé donc, de cette émission, nous allons revenir sur les atouts, puisque nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission, sur les atouts de la liste FIFA, ceux-là qui ont pris cette émission au vol. Alors, vous nous rappelez très rapidement donc, les atouts de la FIFA pour ces élections rectorales qui pointent à l'horizon. Merci beaucoup. Les atouts de cette liste, de cette équipe FIFA, sont principalement par rapport à l'expérience de l'équipe. La constitution de notre équipe s'est faite de façon minutieuse en tenant compte des capacités de chacun des éléments de l'équipe.
chef d'entité qui a une grande expérience en matière de gestion, en matière de la formation universitaire, et qui est même allé jusqu'à gérer des crises. Donc, s'il est là, il peut prévoir les crises pour être à l'aise pour gérer convenablement. Alors, l'équipe a également cet atout que il y a un responsable de haut niveau dialogue social, mais qui peut prévenir, qui peut nous aider à prévenir les crises, étant donné qu'il en a souvent géré. Il s'occupera de la recherche scientifique, mais nous sommes là pour fonctionner, pour gérer ensemble. Bon, en matière, sur le plan juridique, tous les actes qui vont être pris, eh bien, ces actes-là vont être passés au peigne fin, à l'interne, d'abord, avant que ça ne soit porté à la connaissance du public, à la connaissance de la communauté universitaire. Et puis, toutes les décisions qui seront prises vont être, ça sera fait de commun accord avec les responsables d'entités, qui sont les acteurs principaux pour nous. Et même les étudiants, le personnel non enseignant et autres qui sont là et qui sont extrêmement importants, nous allons voir comment améliorer leurs conditions. Donc, je crois que tous les éléments qui sont dans cette équipe sont des éléments, ce sont des personnalités qui sont pétries d'expérience et qui sont prêtes à gérer convenablement, de façon transparente, de façon participative, notre université. C'est ça. Voilà, merci professeur Philippe Laleye. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes. C'est vrai que quand il n'y a pas la politique, et les auditeurs s'intéressent beaucoup plus comment il faut. Oui, c'est toujours comme ça hein, sur les ondes des radios. Quand c'est la politique, ils sont prêts justement à bondir et à voilà, les comptes, comme on le dit. C'est bien nous ne faisons pas de la politique. À l'université, c'est beaucoup plus technique. Oui. Nous sommes dans un lieu du savoir. La politique, là, ce n'est pas notre affaire. Nous allons faire en sorte que nous puissions gérer convenablement la formation, les différentes formations, et puis mener convenablement la recherche scientifique dans notre université. Merci, professeur Laleye. Alors, je vais donc accueillir ma consoeur Chris Bell-Moncho pour le résumé donc, de cette émission. Chris Bell-Moncho, bonjour. Bonjour. Alors, rapidement, vous avez suivi le professeur Laleye pendant quelques minutes. Est-ce qu'on peut avoir le résumé de tout ce qu'il a dit? Bien sûr. Le professeur Philippe Laleye, candidat au poste de premier vice-recteur chargé des affaires académiques sur la liste FIFA, n'a pas tari de mots pour clamer les valeurs et mérites de ses pairs. Placés sous le signe de l'engagement et de la participation, les membres de la liste FIFA comptent sur la mobilisation à la fois des enseignants et du personnel administratif. Aucune décision ne sera prise sans l'avis des concernés. Que peut-on retenir du programme d'action de la liste FIFA? L'invité a précisé qu'ils tisseront au bout de l'ancienne corde une nouvelle. En outre, une gestion transparente des fonds au niveau de chaque entité, la mise en place de mécanismes pour garantir un dispatching automatique dès que l'étudiant paye, mettre fin au problème d'énergie à travers un partenariat pour que l'UAC dispose d'énergie solaire. L'Internet ne sera plus un luxe sur le campus. Le personnel enseignant pourra bénéficier d'une assurance pour ne citer que cela. Ainsi se referme ce compte rendu. Bonne chance aux différents candidats et que l'UAC en sorte gagnant. C'est tant mieux. Merci beaucoup, Chris Bell-Moncho, pour ce bref résumé donc, de cet entretien procès. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Mais mon mot de la fin, c'est que j'invite mes collègues enseignants, le personnel non enseignant, et les étudiants qui doivent voter, je les invite à voter la liste FIFA pour une gouvernance concertée. Voilà. Bon mot de fin, merci. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de cette émission 4 sur table de ce dimanche 15 octobre de l'année 2017. Invité le professeur Philippe Laleye, candidat au poste de premier vice-recteur chargé des affaires académiques sur la liste FIFA pour les élections électorales à l'université d'Abomey et Calavi. Eh bien, à la mise en onde, c'est Roch Botonredo, à la caméra, Semiat Yessoufou. Nous remercions également nos confrères de IBN FM de Paraco qui étaient en synchronisation, ceux-là qui nous ont écoutés donc, dans les départements du Borgo, de l'Alibori, de l'Atakura et de la Donga également. Merci. Et bien, merci également à Chris Bell-Moncho pour son résumé. Et merci également à Véronique Akouton qui nous a assisté également devant ce micro-hospice. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir et avec le même engouement.
procéder, merci. Merci beaucoup, On va se retrouver peut-être sur le campus pour voir un peu comment ça se passe. Ah oui, bon, on va se retrouver sur le campus lorsqu'on sera aussi au rectorat. Nous serons au rectorat. La liste FIFA ne sera pas fermée quand vous serez au rectorat. Ah non, pas du tout, pas du tout. Nous mettons notre gestion sous le sceau de la participation. Voilà. Gestion participative. Donc, vous êtes très utile. Si vous arrivez, notre porte est ouverte et nous allons ensemble prendre des conseils de vous pour bien gérer. Les portes de OCFM sont également ouvertes à tout le monde.